Michel Benarous, bonjour. Bonjour. Le boulevard Charles de Gaulle qui devient le boulevard Mamadou Dia, c'est tout un symbole, non? C'est un symbole et c'est une boucle qui se referme. Mamadou Dia, en mémoire, c'était le président du Conseil à l'époque de l'indépendance du Sénégal, dans un pouvoir bicéphale avec Senghor. Et on rappelle qu'au moment du référendum de 1958 sur la participation à la communauté française, voulu par le général de Gaulle, Senghor était pour cette participation et Mamadou Dia voulait une rupture avec la France. Donc Mamadou Dia était déjà opposé à de Gaulle. C'est tout un symbole de renommer ce boulevard général de Gaulle, boulevard Mamadou Dia, d'autant plus que ce boulevard s'appelait autrefois Allée Coursin. Et c'est Senghor lui-même qui avait donné le nom de Gaulle. De Gaulle dont il était très proche. Et c'est donc tout à fait ironique et c'est une boucle qui se referme lorsque l'actuel président Diomaye Faye renomme maintenant ses allées Mamadou Dia. Au Niger, il y a quelques mois, le nouveau régime a rebaptisé le boulevard Charles de Gaulle boulevard Djibo Bakary, du nom du Mamadou Dia du Niger, celui qui avait appelé à voter non à Niamey en 58. Oui, tout à fait. Bon, c'est pas le seul changement qui a été fait à Niamey. La place de la francophonie est devenue place de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. L'ancien monument aux morts qui commémorait juste les victimes de la Première et Deuxième Guerre mondiale est devenu Oubandé Batama. Donc en Djerma, ça veut dire à nos morts et commémore aussi toutes les victimes civiles et militaires de la colonisation. Il y avait un monument au commandant Monteil qui a été remplacé avec une plaque à l'effigie de Thomas Sankara. Donc tout cet effort-là, oui, est fait au Niger, comme d'ailleurs dans les autres États de l'AES, au Burkina et au Mali. Mais sur Djibo Bakary, moi j'ai un souvenir tout à fait particulier qui cadrera bien peut-être les limites de ces renominations. J'étais il y a quelques années avec des collègues nigériens à Niamey, et puis on nous disait il y a une place Djibo Bakary. C'est vrai qu'il y avait une place Djibo Bakary. Sauf que cette place, personne ne la connaissait dans le quartier. Elle avait été plus ou moins privatisée. Il y a un parking privé, lavage de voitures qui s'était mis avec des clôtures tout autour du monument à Djibo Bakary. Tout ça en face de la mairie. Et lorsqu'on interrogeait les habitants, la place Djibo Bakary, elle est où? Elle est où? Alors que c'était quand même quelqu'un d'important et d'extrêmement aimé, Djibo Bakary. Personne ne pouvait nous renseigner. Donc les gens donnent des noms, utilisent les noms d'une manière qui n'est pas forcément celle que souhaitent les dirigeants. Est-ce que derrière tous ces changements de nom au Sénégal et dans les autres pays du Sahel, on peut parler d'une réappropriation de leur histoire par les habitants? Oui, certains vont même jusqu'à parler de décolonisation symbolique. Mais sur la réappropriation de l'histoire, c'est tout à fait vrai, puisque c'est l'histoire des sociétés colonisées qui avait été occultée par cette toponymie coloniale, par ces pratiques coloniales. Donc les histoires étaient occultées, elles reviennent au devant de la scène, oui. D'autant plus que c'est l'histoire des sociétés colonisées qui avait été occultée par ces pratiques de nomination commémorative, toujours à la gloire de l'entreprise coloniale française. Donc les histoires locales avaient disparu, étaient devenues invisibles. Effectivement, elles reviennent en avant. Maintenant, pour parler de décolonisation, c'est peut-être un petit peu plus compliqué dans la mesure où le principe même de nommer des rues est une importation totalement coloniale. Et le principe de nommer des rues avec des ambitions idéologiques, une toponymie commémorative, ça aussi, c'est quelque chose, c'est une importation coloniale qui tranche totalement avec les pratiques, on va dire, anciennes, mais qui existent encore, de nommer des grottes, des arbres, même à Dakar. Ce qui était nommé en 1857. 1857, c'est la date à laquelle l'armée française prend possession de la péninsule. Il y avait des villages lébous qui avaient leur nom, qui émergeaient des pratiques, mais on ne nommait pas les rues. Et cette nomination des rues, elle a eu deux effets. Un effet d'abord sur la population résidente coloniale qui est retrouvée au plateau de Dakar, donc sur la place de ces villages lébous qui avaient été déguerpis. On nommait les rues comme on pouvait les nommer à Marseille ou à Paris. Mais les quartiers indigènes, comme on les appelait à l'époque, eux n'avaient pas de renommée. On considérait que c'était pas du tout convenable pour ces colonisés d'avoir les mêmes pratiques que les Européens au plateau. Donc il y avait dès le début une ville duel, une ville blanche avec des noms de rues et une ville indigène avec des numéros. Oui, à l'indépendance, c'est ce qu'on avait. On avait le plateau avec toutes ses rues nommées, la Médina avec toutes ses rues numérotées à une ou deux exceptions près, à deux exceptions près, et sur quelques grands axes des noms, et partout ailleurs, ni nom ni numéro. Et ce qu'on peut décoloniser maintenant, c'est seulement ce qui était colonisé
colonisé autrefois, c'est une évidence. Il reste le plateau, oui, le plateau, c'est 3% de la population de l'agglomération dakaroise. Partout ailleurs, il n'y a rien à décoloniser puisque la plupart des rues n'étaient ni nommées ni numérotées. En 2022, quand il était maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko a débaptisé 5 avenues qui portaient des noms français en disant « En France, vous ne verrez jamais une rue Hitler ». Que pensez-vous de cette comparaison ? Je pense qu'elle appelle 2 séries de remarques. La première, c'est qu'il utilise la toponymie comme un instrument de politique internationale. Ces renominations, elles ne s'adressent pas seulement aux Ziguinchorois, à ses administrés, elles s'adressent aussi au public international qui peut l'écouter et elles sont en particulier un outil dans ses relations avec la France. L'autre série de remarques, c'est le sort qui a été réservé à ces renominations. Au départ, à l'époque coloniale en tout cas, c'était très simple. Les noms venaient d'en haut, c'était l'administration coloniale, le gouverneur et un conseil administratif qui donnaient les noms. Sous Senghor, c'était encore plus concentré, c'était par décret présidentiel que les noms changeaient. Progressivement, sous Abdou Diouf, puis surtout sous Wade et ensuite Macky Sall, cette capacité de renommer a été dévolue aux collectivités locales. Donc, a priori, Ousmane Sonko était tout à fait fondé, quand il était maire de Ziguinchor, à proposer des changements de nom de rue. Mais le gouverneur, à l'époque, il n'avait a priori aucune capacité d'intervention dans ce dossier, a voulu contester les noms qui ont été invalidés par la Cour suprême. Donc ça montre que les collectivités locales n'ont jamais été jusqu'à présent épargnées par les sollicitations du pouvoir politique. Et ce qui change et ce qui peut-être apaisera ou clarifiera les compétences de chacun, c'est le projet de rebaptisation qui a été annoncé par le président actuel en Conseil des ministres en décembre dernier et qui prévoit de créer une commission à laquelle participerait le Premier ministre, donc l'ancien maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, à laquelle participerait le ministre des collectivités locales, le ministre de la Culture et le secrétaire d'État chargé du patrimoine historique en collaboration avec les collectivités locales. Ces questions-là sont trop sensibles dans la mesure où on en fait justement tout un élément d'un nouveau récit national en train de se refaire pour être confié soit simplement aux collectivités locales, soit simplement au pouvoir central. Donc il y a un équilibrage à trouver et peut-être qui clarifiera les choses, qui apaisera peut-être ces questions de renomination. Est-ce qu'on va vers le changement de tous les noms français ou vers un changement partiel ? Je n'ai pas de boule de cristal, mais changement de tous les noms français, ça va être à la fois très simple et très compliqué. Ça va être simple pour les noms de rue parce que finalement il n'y en a pas beaucoup. C'est ce que je vous disais en début d'entretien. Ces noms sont concentrés dans les centres-villes qui ne sont qu'une toute petite partie des territoires urbains. Donc il n'y a finalement pas énormément de noms de rue à changer. Mais ce qui change aussi, c'est les noms des lycées, le nom des principaux bâtiments, le nom des infrastructures. Là, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué et on verra surtout si les populations s'emparent des nouveaux noms alors qu'elles ne s'étaient pas spécialement emparées des anciens. À Saint-Louis du Sénégal, il y a une statue du général Faidherbe, le colonisateur français du Sénégal, qui a failli être déboulonné en 2020 lors de la tempête provoquée par l'assassinat de George Floyd aux États-Unis. Et puis finalement, elle a résisté, elle est toujours là. Comment expliquez-vous ? Oui, les protestations autour de l'assassinat de George Floyd ont été un élément bien sûr très important, mais il y avait un phénomène déjà beaucoup plus ancien, qui avait commencé en 2015 à l'université de Cape Town, en Afrique du Sud, qui s'appelait Rhodes Must Fall. La statue de Cecil Rhodes doit tomber, donc l'ancien magnat minier, ancien premier ministre du Cap, fondateur de la Rhodésie. Et cette statue dominait les étudiants de toute sa hauteur, de toute sa superbe. Quand ils rentraient à l'université, c'était intolérable et il a fallu faire tomber cette statue. Beaucoup de mouvements ont continué dans cette veine, que ce soit pour la statue de Faidherbe à Saint-Louis, que ce soit pour les statues de Léopold II ailleurs dans l'ex-empire belge. Mais ce qui est peut-être le plus intéressant avec la statue de Faidherbe, c'est la place Faidherbe elle-même, qui s'est rappelée Bayandar. Bayal en Wolof, c'est la place, et Ndar, c'est le nom Wolof de Saint-Louis. Donc cette place Faidherbe a été simplement renommée place de Saint-Louis, et c'est un nom qui était usité, c'est un nom qui était populaire, c'était un nom qui était dans les usages, et à partir de là, c'est un des rares exemples, à ma connaissance, de nom qui a été changé, qui a été approprié par les populations, et ça va bien au-delà de la question de la statue. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Certains voudraient la conserver comme symbole historique, d'autres voudraient l'enlever. On se focalise parfois
voit sur l'inscription qui est au bas de la statue, sur son socle, qui était évidemment intenable, qui disait « Au gouverneur Faidherbe, le Sénégal reconnaissant ». Ça, je ne pense pas que ça va durer très longtemps, mais on se retrouve à nouveau dans une symbolique où, pour faire place nette, si j'ose dire, les collectivités locales réemploient finalement des techniques qui sont d'importation coloniale. De la même manière que la domination des rues, les statues commémoratives, c'est pas quelque chose qui a une longue existence en Afrique ou dans l'ensemble des pays colonisés. On trouve ça aussi en Amérique latine, on retrouve ça dans presque tous les pays d'Afrique. Changer une statue pour une autre, c'est réemployer des techniques, des pratiques qui finalement sont peut-être l'héritage colonial le plus profond. Dernière question, y a-t-il derrière ces changements de nom une volonté quelquefois de réécrire l'histoire ? L'histoire, oui, bien entendu, qu'il y a une volonté de réécrire l'histoire. Mais il y a surtout une volonté de ramener des pans d'histoire qui avaient été complètement occultés. Si j'en reviens à Dakar, sa prise par l'armée française en 1857, le premier plan directeur de Dakar ne prévoyait qu'une chose, c'était de faire disparaître les Pench, les villages lébous. En faisant disparaître ces villages, en faisant disparaître leurs noms aussi, on pensait faire disparaître une mémoire. Mais en même temps, tout n'a pas été décolonisé, puisque dans les pratiques, les noms de ces villages sont restés. Les villages se sont redéployés ailleurs dans la ville. Il y a toujours des manières de nommer des grottes, des arbres, des lieux particuliers, des points de repère qui ont continué à écrire l'histoire. Il y a des choses qui sont, comme disait Elgas, qui sont incolonisables ou incolonisées. Et c'est un des éléments qui contribue encore à faire que l'histoire continue à s'écrire. Il y a le colonial, il y a le décolonial, mais il y a l'incolonisé aussi, sur lequel on n'insiste pas toujours assez. Michel Benarous, merci.